Aujourd'hui, donc, pour la petite présentation, voilà, je vous rappelle encore une fois les trois piliers de notre travail. Donc, nous proposons des solutions et des services de mobilité, d'autopartage, de covoiturage, de taxi social. Nous participons à des projets innovatifs. Nous faisons donc de l'innovation. Et nous avons aussi des activités de sensibilisation. Et donc aujourd'hui, avec cette Impact Session, on se situe clairement dans ce troisième pilier de notre activité, dans la sensibilisation et la promotion, la formation, l'information autour des solutions de mobilité partagée et durable. Encore une fois ici, un rapide aperçu de nos services, donc le côté solution de nos activités. Donc, depuis 1975, on propose différents services de mobilité. On a commencé avec un service de covoiturage qui, à l'époque, se faisait sous le nom de Taxi Stop. Aujourd'hui, ce service-là s'appelle Carpool. Nous avons une application pour la promotion de la mobilité durable dans les entreprises qui s'appelle MobiCalendar. Nous avons aussi un service de transport social et de taxi social qui s'appelle MobiTwin. Et enfin, notre service d'autopartage entre particuliers qui s'appelle CozyWeeds. Vous allez tout retrouver sur notre site web si vous le visitez. Et ensuite, nous participons aussi à d'autres activités où, autrement dit, on a créé des spin-offs d'anciennes activités de Taxi Stop, dont peut-être la plus connue est Cambio. Donc, Cambio, le service d'autopartage, a été lancé au sein de notre association en 2000. Et aujourd'hui, il se tient tout seul et se fait fonctionne en tant qu'entreprise indépendante dans laquelle Impact aujourd'hui est toujours actionnaire. La même chose avec le bureau d'études Traject et l'association flamande Mobi.VZW qui fait la promotion des Mobi-points. Aujourd'hui, donc, on se retrouve ici pour la Impact Session. Cette fois-ci, on a décidé de traiter le thème de la mobilité rurale. Les dernières fois, on avait parlé de la ville de 15 minutes et du changement des comportements. Les dernières sessions étaient vraiment centrées sur la mobilité urbaine et voilà, plus sur les villes. Et on a constaté qu'il serait vraiment important et intéressant aussi de se tourner un peu plus vers la campagne et une fois faire un grand tour d'horizon de la mobilité rurale avec un expert reconnu dans la matière. Donc, j'introduis ici Olivier Rasmont, journaliste français, et je pense que je n'exagère pas quand je dis que c'est une des voix les plus reconnues en France sur des questions de mobilité. Il tient notamment le blog très consulté sur le site du Monde. L'interconnexion n'est plus assurée, donc il fait régulièrement également un tour d'horizon des thématiques de mobilité en France. Et Olivier Rasmont a aussi publié toute une série d'ouvrages et de livres sur le sujet que nous allons vous partager encore après la session ensemble avec la présentation. On vous envoie la liste des publications d'Olivier pour que vous puissiez aussi continuer dans la continuité soit assurée après cette session. Nous avons le temps jusqu'à 12h30. On a prévu 3/4 d'heure de présentation à peu près. Et nous avons même la possibilité de dépasser un petit peu cet horaire si jamais il devait y avoir plus de questions. Donc, 45 minutes de présentation et ensuite, on prend vos questions. Pour aller plus vite, on vous propose de les mettre déjà pendant la présentation d'Olivier dans le chat. Comme ça, nous pouvons déjà les regarder et ensuite organiser un peu la discussion. Alors, je ne vais plus perdre de temps
juste avant de commencer, je propose pour lancer la discussion de mettre dans le chat ce que pour vous représente la mobilité rurale en un. On a ici enjeu, compliqué. Indispensable pour les relations sociales, le tout à la voiture. Un terrible défi. Inventivité. Autosolisme. Quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, bien sûr, aussi. Flexibilité. Très bien. Voilà, ce sont déjà quelques intéressantes pistes de réflexion qui vont pouvoir nous guider un peu dans la discussion. Et donc, je propose maintenant de démarrer la présentation d'Olivier Rasmont avec son PowerPoint qu'on va mettre à l'écran. Olivier, on vous entend pas encore. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup à Carsten et merci à Impact pour l'invitation. Je vois que vous faites des tas de choses depuis presque 50 ans, donc c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, alors, effectivement, comme l'a dit Carsten, je suis journaliste, je travaille notamment pour Le Monde et j'ai écrit des livres et puis voilà, je fais un peu des choses assez diverses. Mais ce qui m'a frappé cette semaine, hier même, à Paris, alors c'est qu'il y avait deux réunions qui avaient lieu en même temps. Une qui avait lieu tous les deux toutes les deux qui étaient en fait un peu pas sponsorisée, mais qui avait lieu dans les locaux de la ville de Paris, une qui était consacrée à la cyclologistique, le lancement d'une fédération française de cyclologistique, donc de vélos cargo qui essaie de se distinguer des livreurs à vélo, donc plutôt des cargos de livraison, par exemple, d'outils pour les artisans ou pour les commerçants, etc., dans les agglomérations, mais aussi au-delà. Et puis, au même moment, exactement au même moment, à 100 mètres de là, il y avait la journée de l'autopartage avec tous les fondateurs des acteurs de l'autopartage, donc du car sharing, plus quelqu'un qui était venu d'Allemagne pour expliquer le car sharing en Allemagne. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces deux éléments étaient évidemment des alternatives tous les deux au tout-voiture, tous les deux, mais assez bizarrement, ils se parlent presque pas. Et ça m'a vraiment désolé. Ils se connaissent à peine. Les gens du vélo considèrent que tout ça, c'est de la voiture et c'est finalement un peu accessoire. Ceux de l'autopartage, alors ils ont tout à fait conscience, en tout cas les fondateurs, mais en même temps, ils sont un peu phagocytés parfois par des grands constructeurs automobiles qui essaient de leur mettre le grappin dessus en espérant se faire une renommée verte. Donc voilà, ça m'a un peu... Alors je pense que, évidemment, il n'était pas question de réunir les deux, ça n'avait pas de sens, mais ce qui m'a frappé, c'est que on a un mouvement vélo qui est assez puissant, mais ça n'essaime pas encore complètement vers toutes les autres modalités justement, qui, comme vous le dites, peut permettre la flexibilité. Voilà, je vais partager effectivement l'écran qui est normalement ici. Voilà, c'est ça. Voilà, sortir du tout voiture. Alors, ce qui se passe, c'est que vous savez, et je pense que je ne vais pas... Voilà, pardon, c'est comme ça que je vais faire. Voilà. C'est un sujet hyper sensible. Ça ne devrait pas forcément être, mais ça l'est. Et la première réaction, c'est quand on commence à discuter de cette question au-delà des spécialistes, évidemment, c'est mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on a le métro? Vous croyez qu'on peut tout faire à vélo? Vous croyez qu'on peut faire 30 km à vélo sous la pluie en pleine nuit? Ça revient tout le temps, avec cette espèce d'opposition totalement surjouée, vraiment, on peut dire ça, surjouée, entre d'un côté ceux qui habiteraient en ville et qui auraient absolument tous les moyens de transport possibles,
Et alors, en France, en plus, c'est Paris, alors ça n'arrange rien, parce qu'en plus, la centralité, la centralisation, les lieux de pouvoir, tout ce qu'on veut. Et puis de l'autre, une sorte de vaste campagne toute verte où il n'y aurait rien d'autre que la voiture. Et moi, je suis assez sidéré de la méconnaissance finalement géographique, parce qu'évidemment, il y a plein de sortes de territoires différents. Il y a la grande ville, la grande métropole, la ville plus petite, la ville moyenne, ensuite la banlieue de la grande ville, la banlieue de la ville moyenne, la campagne qui est reliée aux villes, la campagne qui est éloignée des villes, les fonds de vallée, etc. Enfin, il y a des choses très, très diverses. Mais par contre, il y a un point commun dans tous ces territoires, c'est que la voiture est effectivement le moyen le plus efficace presque partout, même en ville. On le déplore, mais c'est comme ça, même en ville, et le système routier est très efficace, il est tout fait, d'ailleurs tout est fait pour qu'il soit efficace, on répare les routes, on fait de la signalisation, les constructeurs automobiles font des publicités mensongères, en présentant leurs objets, en disant regardez, ça va vous permettre d'avoir la liberté même s'il y a des bouchons, etc. Les réflexes des gouvernements en France, c'est assez frappant, on vient de dépenser 7 milliards d'euros, quand même 7 milliards d'euros pour subventionner l'essence que les gens mettent dans leur réservoir depuis 6 mois. Voilà ce qu'on fait, voilà ce que fait le gouvernement en France. Bon, voilà, il y a des tas de choses comme ça et on continue. Et c'est vrai que quand il m'arrive d'être en voiture, je suis frappé par effectivement, même si il y a parfois des petits ennuis, voilà, on est parfois bloqué sur une autoroute, mais la plupart du temps, on peut aller absolument partout, à condition d'avoir la voiture, ça coûte quand même de l'argent, etc. Mais on va absolument partout et tout est fait pour qu'on aille partout, à l'exception de quelques rues des grandes villes, mais enfin, globalement, c'est ça. Et une fois qu'on a dit ça, alors, ça ne veut pas dire, je le dis tout de suite et il faut le répéter plusieurs fois à chaque fois, ça ne veut pas dire que en dehors des villes, que ce qu'on appelle la campagne, alors maintenant on dit territoire peu dense, zone rurale, peu importe, c'est toujours comme ça, peu importe. En tout cas, ce qu'on appelle la campagne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de voitures. Personne ne dit ça, je le dis parce que je pense que vous le savez, personne ne prétend qu'on va enlever la voiture partout, évidemment. Parce qu'effectivement, pour faire 30 km sous la pluie en pleine nuit, ou même pas sous la pluie et même pas en pleine nuit, et ben effectivement, quand il n'y a pas d'autre solution, ça reste, et ça restera les prochaines années. Mais on a ce décalage, malheureusement, entraîne des tas de réactions. Et une des craintes, principalement en France, du gouvernement, mais je sais que c'est le cas aussi en Belgique et dans d'autres pays, c'est effectivement une révolte de la France des ronds-points, comme on a dit à propos des Gilets jaunes. Et même si, quand on réfléchit, effectivement, oui, la voiture est un moyen de transport qui continue à être là, et personne ne dit, et la voiture individuelle thermique aussi, bien sûr, voilà, c'est vrai. Mais quand on regarde de manière plus précise, alors le problème de la voiture, c'est qu'elle a plein d'inconvénients que vous connaissez tous, que je ne vais pas forcément vous redire tous, mais il y a une chose qui, moi, me frappe le plus, c'est que la voiture éloigne. Et vous voyez, cette publicité que j'avais vue il y a quelques années à côté de Périgueux, c'était ça, à peine plus loin, tellement moins cher. Donc, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, la distance n'a plus d'importance. Bien sûr qu'il y a des endroits qui sont assez loin des uns des autres, mais une fois qu'on est en voiture, d'ailleurs, vous le voyez, quand on est en voiture, on a dans un endroit qui n'est pas la ville, justement, on se voit, et même en ville d'ailleurs, on se voit proposer par les autres, mais puisque tu as une voiture, tu peux faire 50 km pour venir, ou même 10, ou même 30. Moi, j'aurais jamais imaginé. Je suis là pour 2 jours ou 3 jours. Je pensais rester dans le coin. Mais non, puisque j'ai une voiture, donc on me propose d'aller plus loin. Et c'est très simple. On peut faire tout dans la même journée, etc. Et on a l'impression d'ailleurs d'être une sorte de continuum motorisé d'un bout à l'autre de la journée. Et voilà, à peine plus loin, tellement moins cher, avec des conséquences également majeures. D'abord, tout simplement, ce qu'on appelle l'étalement urbain, qui fait qu'aujourd'hui, on étale les villes, les ensembles urbains de plus en plus loin, et on continue à le faire en dépit de la prise de conscience régulière. Et moi, ça m'a frappé cet endroit, c'était à Blaye, une petite commune de Gironde, qui est à côté de la Gironde. Je ne sais pas si vous voyez le bas de l'écran aussi, ou vous voyez tous mes trucs là. Je ne sais pas si ça passe. Non, on ne voit pas le bas de l'écran. J'entends non. Je vois non. Bon, désolé. On ne voit pas la dernière phrase. On ne voit pas la dernière phrase. Je suis désolé de ça. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Bon, je suis désolé. Du coup, voilà. Ce qui m'a frappé, mais ça répète ce qui est écrit dessus, c'est que les services s'éloignent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, cette petite ville de 3000 habitants,
la maison de santé était transférée en fait dans une zone commerciale. Et avec toujours l'idée que, de toute façon, puisque tout le monde a une voiture, allons-y, c'est pas très grave. Et donc là, il y a un vague plan en dessous d'ailleurs de la nouvelle maison de santé ou de l'endroit où elle se situe. C'est vraiment dans une zone commerciale. D'ailleurs, c'est écrit à côté du magasin Jiffy, en face du magasin Intersport, etc. Et en fait, voilà, on part du principe, il y a 3000 habitants à Blaye, une population sans doute vieillissante, on part du principe que tout le monde a une voiture et tout le monde pourra aller à la zone commerciale et ça pose apparemment pas de difficulté, c'est comme ça. Et ça, on le voit partout avec des tas de conséquences. Et ça, je vous montre une image que je fais souvent. Là, c'est Montauban, Tarn-et-Garonne, dans un endroit où il fait 20 degrés en ce moment, mais peu importe, à côté, pas très loin de Toulouse. Vous voyez, ça, c'est le centre-ville de Montauban, avec le Tarn qui passe au milieu. Et puis, à la même échelle, exactement à la même échelle, vous avez la périphérie de Montauban. C'est pas très loin l'un de l'autre, mais c'est exactement la même échelle. Donc, si vous imaginez, vous traversez comme ça le centre l'hypercentre historique de Montauban, c'est comme si vous traversiez un parking sur la zone commerciale. Et voilà, on a ça, et on a quelque chose qui moi m'a beaucoup frappé il y a quelques années, et j'en avais fait un livre. Qui est la disparition des commerces de proximité. C'est une chose très visible dans les villes moyennes, en particulier dans les villes moyennes et petites, et j'avais constaté ça, je le constate encore dans toute la France, à chaque fois, des endroits où il y a, où notamment les vitrines sont vides, et puis également la population s'en va, il y a plein de conséquences de tout ça. Et je dois vous dire, et tant pis, je vous le montre aussi, j'avais vu ça aussi en Belgique, j'étais allé à Gembloux pour un colloque, et ça m'avait frappé également à Gembloux, à Dinan, également à Namur. Et ça, c'est assez, alors il y a beaucoup de pays d'Europe où c'est le cas, mais en France, c'est quand même très, très marqué, plus qu'ailleurs. Et je dois dire que malheureusement, j'avais vu ça également en Wallonie, mais pas seulement, également à certains endroits en Flandre. Et voilà, et c'est effectivement l'étalement urbain fait que forcément les gens, quand je dis les gens, c'est à la fois les habitants et puis ensuite les habitudes se font à l'extérieur des villes. On est en train de dévitaliser complètement les villes. Donc on a toutes ces conséquences-là. Et en même temps, quand on regarde, après, une fois qu'on sait ça, on le dit très bien, ok, on se dit, mais finalement, malgré tout, on a toujours ce réflexe, cette réflexion, ce commentaire qui vient, mais comment voulez-vous qu'on fasse sans voiture? Ok, et là, ça sert pratiquement, c'est assez frappant, ça sert presque à rien de parler du climat, ça sert presque à rien de parler de la pollution, c'est même presque contre-productif dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, en fait, on commence par dire, vous savez, une voiture, ça coûte quand même cher. En fait, ça, c'est quelque chose qui est vraiment… Ça ne veut pas dire que tout le monde va se débarrasser de ses voitures. Ça veut dire simplement que si on a 3 voitures, ça arrive très souvent dans les ménages, 3, 4 pour les enfants, etc., ou celles qui restent. Eh bien, en fait, si on en élimine une, mais déjà, on fait des économies. Si on a 2 voitures, on peut en éliminer une. Alors, ça dépend de l'endroit où on vit, évidemment, mais il y a ces possibilités. Et ça, c'est pas seulement le carburant. Le carburant, c'est bien sûr une partie, et ça, c'est quand même un élément qui a une force importante, parce que les gens commencent à se poser des questions. Non, c'est vrai que ça nous coûte assez cher. Ils sont scotchés sur le prix du carburant, mais il n'y a pas que la question du carburant. Et bien sûr, vous voyez, l'ensemble de la perte de valeur du véhicule, l'assurance, les entretiens réparations, le stationnement, etc. Il y a tout un tas de choses qui coûtent cher. Et puis, il y a un autre élément qui est quand même, et là aussi, une partie des gens en ont pris conscience au tout début de l'épidémie, c'est la sédentarité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument dramatique pour nos générations. Et ça, c'est la Fédération française de cardiologie qui l'avait mis. En 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Et effectivement, on le voit. Moi, je suis frappé quand je vois parfois les gens qui marchent à certains endroits, parfois justement dans les zones commerciales ou sur les parkings, ou parfois dans les villes, des gens qui ont à peu près mon âge, 55 ans, mais qui ont du mal à marcher. Et finalement, ce n'est pas étonnant parce qu'ils sont en voiture tout le temps. Et on a cette question-là qui est frappante. Moi, je vois les gens de l'âge de ma mère, 80 ans, certains d'entre eux, qui ont beaucoup de mal, qui ont beaucoup de difficultés parce qu'en fait, ils n'ont pas assez marché finalement au cours de leur vie. Pas assez marché, pas fait assez d'exercice. Et ça, c'est quelque chose qui touche toutes les générations. Et je pense qu'une partie, là, on a quand même cette prise de conscience de plus en plus. L'essor du vélo est une des réponses à ça. Et puis, il y a une autre chose quand même qu'il faut rappeler, parce que en fait, passer sa vie dans sa voiture, c'est pas drôle. Effectivement, ça permet de faire plein de choses, en théorie, mais à la fin, moi, je sais, alors c'est peut-être une impression personnelle, mais à la fin de la journée, quand je suis allé ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver, du coup,
j'essaie de conscientiser ça, j'observe ça, je me dis qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui, et je me rends compte qu'il y a une sorte de, comme ça, de continuum motorisé, et je me dis, en fait, je ne fais pas très bien la distinction entre le beau paysage que j'ai vu à certains endroits, et puis le pain que je suis allé chercher à un autre, et puis les gens que je suis allé voir, et puis peut-être le truc un peu casse-pied que j'ai pu faire à un autre moment pour aller acheter un truc administratif au même moment. Enfin, voilà, c'est pas très. Et puis en plus, on passe de rond-point en rond-point. Il y a évidemment la limitation de vitesse, c'est assez logique. Et alors, quand on doit faire des taxis pour ses enfants, les parents le savent très bien. Alors là, les espèces d'envie d'habiter à la campagne ou en tout cas dans un endroit arboré quand les enfants ont 3-4 ans. Et puis 10 ans après, il faut que les enfants ont toutes leurs activités, ils vont voir leurs amis et comment on fait. Et on veut surtout pas, on a peur, on se dit on va quand même pas leur acheter une mobilette. Alors le vélo, d'accord, mais enfin bon, tu passes attention, tu fais quoi, etc. On s'aperçoit en plus, les études montrent toutes que c'est très très genré. Le regard que les propres parents et que la société porte sur les garçons et les filles n'est pas le même. Et donc on a l'impression que pour les filles, ce serait extrêmement dangereux et pour les garçons, au contraire, ils vont prendre leurs risques, donc un peu de manière totalement irrationnelle. Mais voilà, on a quand même ce rapport-là tout de suite, dès que les enfants commencent à être adolescents, à la voiture, qui commence à poser des questions également. Voilà. Et je ne vous parle pas de la pollution atmosphérique du climat, ça tout le monde, je pense qu'il a dû faire chaud en Belgique comme ailleurs cet été, et donc d'ailleurs je le sais, parce que j'y étais en partie. Donc voilà. Et puis on oublie aussi une chose, et ça me semble être un élément important, c'est que c'est le cas en France, et je suis persuadé que c'est le cas dans les communes belges également, il y a toujours 10-15% de la population qui ne possède pas de voiture. On les oublie complètement. Et ça, c'est très intéressant de le savoir, de le trouver. Il y a des statistiques qui sont faites régulièrement, des recensements. Voilà, dans la commune, il y a combien? Quelle est la proportion de gens qui ne possèdent pas de voiture? On s'aperçoit qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est parfois plus. C'est d'ailleurs les campagnes, entre guillemets, qui sont reliées à la ville, si on peut dire, de très près, parce que les gens habitent là, parce que justement, la ville n'est pas loin. Là, le taux tombe à 5%, même un peu moins. Mais par contre, lorsqu'on est plus loin, on s'aperçoit, alors évidemment, oui, c'est des personnes âgées, c'est parfois des jeunes, c'est surtout des personnes âgées en fait, mais pas seulement. Et on s'aperçoit que, oui, il faut faire quelque chose pour ces gens. On ne peut pas juste dire, ne serait-ce que les gens qui se déplacent autrement, justement, il faut les encourager à se déplacer autrement. La voiture est-elle indispensable pour autant pour tous les trajets? Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser ça, et c'est vrai que les gens qui avaient posé ces affiches sur les panneaux électoraux, c'était je crois au printemps 2021 dans la Nièvre. En fait, on peut se dire, oui, c'est vrai que c'est compliqué, 60 km pour trouver un dermato. Et on a, malgré tout, sur ce sujet, des idées reçues. Donc, je vous l'ai dit, effectivement, cette idée qu'on ne pourrait pas faire autrement, jamais. Et puis, il y a une autre idée qui revient régulièrement et qui est un peu plus difficile à combattre, je dois dire, mais que je trouve assez délétère. C'est l'idée qu'il y a un droit à la mobilité. Je m'explique. Bien sûr qu'on se dit, chacun d'entre nous, oui, on a le droit d'aller partout, ça. Mais dans quelle mesure? Est-ce que ça veut dire que je peux m'installer à 50 km de mon travail et exiger d'aller, quel que soit le moyen de transport, tous les jours à mon travail? Est-ce que ça veut dire que je peux, ce droit à la mobilité, est-ce qu'il concerne tous les modes de transport? Est-ce que je peux traverser une ville avec une voiture alors qu'il y a un tram à côté? Est-ce que finalement, et d'ailleurs les gens le font, il n'y a pas moyen d'adapter aussi sa mobilité à l'usage réel qu'on en fait, enfin, je veux dire, aux besoins qu'on en a. Et je suis un peu gêné avec ce droit à la mobilité. En fait, on a quelque chose qui est devenu un droit à la mobilité, parce qu'effectivement, on a fait l'étalement urbain, parce qu'on habite de plus en plus loin, parce qu'on raisonne aujourd'hui en minutes et pas en kilomètres, et donc on a une conséquence qui est, mais comment je vais faire? J'ai plus le droit, etc. Oui, mais la faute, elle n'est pas seulement individuelle, elle est largement collective, et donc c'est compliqué ensuite de revenir en arrière et d'avoir un discours qui est de dire, on va peut-être éviter d'avoir comme ça cet étalement systématique de tous cet étalement des fonctions, cet étalement des activités, et c'est un peu, comment dire, parfois, évidemment, c'est des choix politiques qui doivent être faits au niveau local, au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, au niveau individuel, au niveau local, etc. Mais je trouve que cette idée de droit à la mobilité est très souvent mise en avant
pour expliquer qu'en fait, on ne peut rien changer. Donc voilà, je me méfie un peu de cette idée, même si je comprends bien que par définition, à certains endroits et certains moments, c'est également compliqué. Et puis, il y a une autre idée reçue qui revient souvent, qui est telle personne ou tel groupe de personnes ne peut pas faire autrement qu'utiliser la voiture. Alors, c'est tel groupe de personnes ou telle personne. Donc, les ruraux, ça, évidemment, les artisans, les parents d'enfants, les infirmières qui se lèvent tôt, etc. Et alors, moi, je suis toujours étonné, ou alors c'est une personne. Moi, je ne peux pas faire autrement. Et là, je me dis, mais est-ce que c'est pour tous les trajets ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour certains trajets ? Et là, en fait, je pense qu'il faut regarder par trajet et pas par personne. Et je pense qu'il y a une grosse erreur qui est faite avec y compris au niveau politique, et de toujours dire, regardez, on peut, telle ou telle personne ne peuvent pas faire autrement. Maintenant, ça dépend. Pour traverser le village, pour aller chercher du pain, on peut y aller à pied. Pour aller d'un village à l'autre, à condition que ce soit effectivement dans des situations sécurisées, on peut y aller à vélo. Pour aller à la ville, il y a peut-être un train, etc. Donc voilà, je trouve qu'il faut vraiment, et je me bats à chaque fois que j'entends ça, j'entends un tel ne peut pas faire autrement. Mais pour faire quoi exactement comme trajet ? Et j'aime bien cette idée de comprendre, en fait, d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai pas le... Enfin, c'est pas très grave, là, je pense que vous voyez pas le haut non plus, mais tant pis. Je trouve qu'on manque souvent d'observation. Moi, ça me frappe, c'est-à-dire qu'on a tous des idées, et les décideurs en ont également beaucoup. Ils ont l'impression de très bien connaître leur ville, les élus en particulier. Mais je suis frappé de voir que quand on fait ce que j'appelle des balades urbaines, ou des promenades urbaines, ou des marches exploratoires, alors c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose que beaucoup de professionnels font, mais je suis toujours étonné. Là, on est à 500 mètres du centre-ville de Aubenas, en Ardèche, il y a 12 000 habitants, et vous voyez déjà dans quel environnement on est, dans un environnement extrêmement routier. Alors moi, je suis resté de côté gauche de la route pour prendre de la route de la rue, mais qui est en fait devenue une route, mais qui est en fait un terre-plein, donc c'est pas du tout un endroit, c'est pas un trottoir non plus. Donc on a ça, et ça, on le voit partout. Et je pense que tant que l'élu ou le fonctionnaire, ou le journaliste également local, ou bien sûr chacun des citoyens n'a pas fait lui-même ce trajet à pied, et c'est pareil à vélo, pour d'autres trajets, et bien en fait, tant qu'il ne l'a pas fait, il ne va pas éprouver ça. Et ça, c'est très important. Moi, je trouve, j'essaie de faire, alors je propose régulièrement, quand on me dit, voilà, je propose, on pourrait faire une balade urbaine, on pourrait aller voir comment ça se passe et se rendre compte qu'on aura fait 4 km en ville, et puis on se retrouver sur des espèces de non-trottoirs comme ça. Et ça me semble être, et c'est pareil pour les transports publics. Je veux dire, le nombre d'élus qui ne prennent jamais le bus dans une ville moyenne. On peut vivre dans une ville moyenne sans jamais prendre le bus, mais le rôle de l'élu, c'est quand même de le prendre. Donc je pense que là aussi, je suis frappé. Ça me semble très important de tester soi-même, de le tester régulièrement, de le faire le soir, de nuit, etc. Et pas juste le jour d'inauguration, et pas avec une voiture qui vient vous chercher de l'autre côté. Il faut se débrouiller. Et le nombre de fois, je me souviens d'une élue de Poitiers comme ça qui m'avait expliqué qu'elle était confrontée pour aller à l'hôpital de Poitiers, une dame qui leur avait dit, vous savez, c'est très compliqué, là je dois changer de bus, les arrêts sont mal positionnés, les horaires ne fonctionnent pas, etc. Et elle a dit, en fait, on l'a fait avec cette dame, et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un problème, et que donc il fallait qu'on a donc essayé de régler. Alors les transports, pardon. Voilà, les transports, ils existent très souvent, contrairement à ce qu'on imagine parfois. Il suffit de se renseigner. Moi, évidemment, n'ayant pas de voiture, c'est plus facile. Évidemment, je me renseigne, j'essaie de voir ce qu'il en est. Et je m'aperçois très souvent que, contrairement à ce qu'on croit, et on me l'a encore dit, quelqu'un me l'a encore dit il n'y a pas très longtemps à propos d'une région rurale en Bretagne qui s'appelle la rivière d'Etel, qui est, je crois, un endroit très joli à l'ouest du nord de l'Orient. Il me dit, mais en fait, d'habitude, on venait nous chercher en voiture à la gare. Mais là, on a décidé de regarder quels étaient les horaires de bus, et on s'est rendu compte que c'était possible. Et on le fait du coup. Et là, nos cousins nous regardent avec des yeux ronds parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'on vient en bus alors qu'on pourrait très bien venir en voiture, ou qu'on vienne nous chercher. Et en fait, quand on regarde, quand on se renseigne, on s'aperçoit qu'il y a des solutions. Il y a des cars scolaires. Alors, les cars scolaires en France en particulier, ils sont ouverts, on ne le sait pas toujours, mais ils sont ouverts aux autres passagers. Mais ça, c'est pas écrit, on ne le sait pas. Il y a un car scolaire qui passe, on voit des enfants. Alors, c'est pas forcément le voyage le plus agréable de
la Terre, mais en même temps, ça peut rendre le service, ça peut permettre de le faire, voilà. Et quand on regarde ça, moi je le fais souvent, je prends le transport, je prends le car, etc. J'ai toujours des gens très interrogatifs qui me disent « Ah bon, vous êtes sûr ?» L'autre jour, je suis allé comme ça à Saint-Thierry-à-la-Perche, dans le Limousin, c'est au sud de Limoges, et le gars me dit « Mais on vient vous chercher à Limoges. » Je dis « Mais non, il y a un train qui va à Saint-Thierry-à-la-Perche. » Je regardais, il y avait le train, il était en plus, non, il n'était pas direct, il fallait changer. Voilà, il fallait attendre un peu à Limoges, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai profité pour manger, j'ai fait autre chose, enfin, peu importe. Et donc, et ensuite, après, il s'est excusé, mais je suis désolé, j'avais pas vu, je pensais pas qu'il y avait le train, etc. Mais en fait, ça fonctionnait. Et très souvent, on oublie. Mais par contre, ce à quoi on est confronté, c'est ça. C'est l'arrêt dans la Somme avec cette, voilà, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de trottoir. Alors là, c'est en plein été, mais imaginez comment c'est en ce moment, quand il pleut, etc. C'est également ça. Ça a pu changer. Alors, l'image principale, c'est dans l'Indre, à La Châtre. Alors, j'y vais bientôt, donc je vais voir s'ils ont changé le panneau. Mais moi, ça m'avait frappé. J'étais allé, c'était en janvier, et puis on voit même pas les horaires. Il y en a 3 par jour, certes, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, il y a même pas les horaires sont absolument illisibles parce qu'il y a de la pluie et que personne n'a pensé à faire quelque chose d'étanche. Et à droite, là, le petit encadré à droite en bas, ça, c'est encore à Aubenas de l'autre côté. Alors là, c'est totalement incompréhensible. Vous avez ce genre de truc. Bon, ok, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir… Et je pense que tout ne passe pas par le téléphone et par la mobilité à service, même si ça a l'air très pratique, pour plein de raisons. D'abord, il n'y a pas toujours du réseau, mais ce n'est pas le principal argument parce que maintenant, il commence à y en avoir beaucoup. Mais surtout, tout le monde ne sait pas forcément, se sert pas forcément de ce téléphone pour la mobilité. Puis en plus, il faut avoir plein d'applis. Les gens, aujourd'hui, ils ont des tonnes d'applis, y compris pour discuter, pour faire plein de choses. Et donc, en réalité, il y a des téléphones pleins. Il y a des moments où on n'a pas envie de sortir son téléphone. Les spécialistes documentent également ce rapport à la téléphonie ou au smartphone qui est parfois une forme de même les plus aguerris ne connaissent pas toutes les fonctions. Donc voilà. Donc je suis pas sûr je pense qu'il faut des vrais panneaux avec quelque chose d'écrit, avec en gros c'est marqué bus, enfin des choses qui ressemblent quand même, qui donnent envie également de monter dedans. Et voilà, c'est aussi quand on est à pied. Alors, je suis désolé, j'alterne un peu des images positives et des images négatives, mais il y a 8000 habitants dans cette ville. 8000 habitants. C'est à 12 ou 15 km de Rennes. Et vous voyez l'état dans lequel est le trottoir. Voilà, je leur avais dit, j'étais sur place, je leur avais dit, c'est sûr que là, ça ne donne pas envie de marcher. Ou alors, il y a ce type de situation, alors qui est extrêmement fréquente en France, qui est les sorties d'école. Ça, c'est le jour de sortie d'école. Alors, c'est absolument dramatique parce qu'on a des enfants qui pourraient, pour certains qui habitent vraiment pas loin, qui pourraient aller à l'école, mais les parents ont peur parce que tu vas te retrouver dans les voitures, il n'y a plus de place sur le trottoir parce que tout le monde est garé sur le trottoir, et les voitures en tout cas, pas les gens, et en plus, les voitures, ensuite elles redémarrent avec les enfants bien au chaud dedans, mais sauf que peut-être qu'il y a un enfant derrière, il faut faire attention, etc. Il y a de temps en temps des accidents, heureusement. Pas si fréquemment, heureusement, mais quand même, c'est assez anxiogène. Donc, il y a quand même cet enjeu. Alors, il y a un mouvement qui est en train de naître un peu partout en France et que je trouve très positif, et je sais que vous l'avez également, c'est les rues scolaires ou les rues aux enfants qui commencent à dire, attendez, on va ne serait-ce qu'au moment de la sortie et de la rentrée de l'école, laisser de la place devant l'école pour les gens, pour les humains, les enfants, les petits humains, mais aussi les grands humains, aussi les vieux humains, et on va faire ça, et ça, c'est pas du tout la peine d'être en ville pour le faire. On peut parfaitement le faire dans toutes les communes, même quand il y a 300 habitants, il y a aussi une école, et on peut sécuriser comme ça les alentours de l'école. C'est pas une chose urbaine, j'insiste, parce que c'est pas juste un truc de bobo parisien, c'est vraiment ou bruxellois, c'est vraiment, on peut le faire absolument dans toutes les communes. Et donc on s'aperçoit, et assez vite, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que les enfants, d'abord, ils discutent, ils sont contents, ils se retrouvent, et puis ensuite, ceux qui sont vraiment pas loin, ils viennent du coup à pied, parce que là, ils viennent davantage à pied ou à vélo, évidemment, que ce qu'ils auraient pu faire sinon. Et je m'aperçois, je reviens un petit peu sur ça, je m'aperçois que parfois en ligne, je ne parle pas forcément des applis de téléphone, mais simplement quand on va sur les sites internet et qu'on cherche l'information, parfois on se rend compte que c'est pas forcément, l'information n'est pas encore au top non plus. Si je cherche des bus dans une ville moyenne, je vais trouver des tas de sites d'agrégateurs de contenu qui vont m'expliquer que je vais faire des économies de CO2 en prenant le bus.
ok, mais mon sujet n'est pas tellement celui-là, c'est de trouver à quelle heure il part. Et ça, par contre, l'information est plus compliquée à trouver et s'il fonctionne tel ou tel jour. Et heureusement, et ça je constate ça, alors c'est une évolution que je constate depuis quelques années, c'est que il y a quand même de plus en plus de gens qui veulent plus laisser faire. Et là, ça m'avait frappé à Argenton-sur-Creuse, c'est dans l'Indre, donc dans le centre de la France, cette affiche pour le rétablissement d'une gare, parce pas d'une gare, la gare existait, mais le fait d'avoir davantage de trains. Et il y a partout en France, et ça m'a frappé, des gens il y a beaucoup de lignes, comme vous imaginez, dans un pays relativement central en Europe et relativement grand. Vous avez toute une série de lignes partout, une partie ont été désaffectées. Bon, bref. Et en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui disent on a un train, on veut le garder. Et des manifestations, des gens qui protestent, qui commencent à connaître les rouages de la SNCF, à connaître les rouages également de l'État, de la région, etc. Et ça, il faut les encourager. Et il faut non seulement les encourager, mais ils existent. En tout cas, il n'y a pas rien. Il y a aussi des gens, ils ne sont pas résignés justement aux tout-voitures pour des raisons très souvent pratiques. Hein, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas envie de faire 4 heures de route, parce que c'est fatigant, etc. Mais du coup, ils sauvent le train et ils les prennent. C'était avant les années 2020, déjà, avant le Covid, mais ça revient maintenant, on le voit également. Et alors, ensuite, pardon. Ce qui me frappe aussi, c'est, alors ça c'est plus compliqué, je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus, le covoiturage c'est plus compliqué, il y a des aires de covoiturage maintenant le long des autoroutes, le long des rocades pour que les gens se retrouvent, et là aussi, c'est assez pragmatique, hein, évidemment, les gens se sont retrouvés, se sont dit, on n'a pas envie de faire Grenoble-Chambéry, ou de faire, je ne sais pas, Saint-Quentin-Reims tous les jours, chacun dans sa voiture, parce que ça nous coûte cher, et puis en plus, il y a le péage, etc. Là, parce qu'en France, il y a le péage, donc voilà, de l'autoroute, donc là, on va le faire ensemble, etc. Et puis, il y a le covoiturage. Alors ça, je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis. Ça s'appelle Covoitici, c'est une entreprise qui s'appelle Ecov, qui a lancé des stations de covoiturage, c'est ce que j'ai écrit au-dessus, les stations de covoiturage qui en fait donnent la possibilité, alors ça fonctionne de cette façon, c'est-à-dire qu'en fait on va à cette station, là, ce panneau jaune là, et on indique, je dis je voudrais aller à tel endroit. Et à ce moment-là, il y a un panneau un peu en amont qui s'allume sur la route, le long de la route, et qui dit au conducteur, là vous avez une personne qui souhaite aller à Pontoise en l'occurrence. Bon. Et bon, j'ai attendu, et puis une personne s'arrête, me dit, ah tiens, j'ai vu ça. Alors, le choix, c'est très important, le choix de l'aire de covoiturage, ou plutôt, pardon, la station de covoiturage a été choisie avec précision, c'est-à-dire qu'ils ont mis ça à un endroit où il y a un lycée agricole, je crois, où il y a donc régulièrement des étudiants qui n'ont pas de voiture et qui viennent. Ils n'ont pas mis ça à la gare, ils ont mis ça à un endroit qui est un peu plus stratégique et qui, effectivement, où ils constatent qu'il y a des flux. C'est ça qui, moi, je trouve aussi important, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur les flux existants, sur les endroits où il y a déjà des gens. Donc là, il y a des flux, et j'ai attendu, et hop, je suis monté. Une dame m'a dit, ah oui, tout en temps, je prends quelqu'un en stop, en fait, c'est évidemment un stop organisé, et cette dame a droit à un ticket, donc moi j'ai pris le ticket c'est 1,65, et en fait il faut aller sur un site pour ensuite récupérer cette somme-là. Moi, elle ne voulait pas le prendre parce que c'est un peu compliqué. Elle me dit, oh, finalement, non, ma fille va le faire. Et je ne sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de pouvoir, en gros, le conducteur soit récompensé de son covoiturage. Quand on est juste usager, je crois que j'avais payé quelque chose aussi. J'avais payé cette somme-là, et je ne sais plus très bien, mais en tout cas, voilà, ça doit être écrit à côté. Je crois qu'on paye effectivement quelque chose de façon à pouvoir faire. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, ça demande une infrastructure, c'est pas gratuit, hein, il faut l'organiser, il faut choisir les lignes, ils font ça assez bien, ils vont voir les collectivités, etc. Ils disent, bon, tel endroit, ça vaut la peine, etc. C'est un peu, voilà, c'est une petite infrastructure, hein, pour quelque chose qui pourrait être simplement l'autostop, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça pérennise un peu quelque chose qui comment dire, voilà, une fois
peu plus, hein, qui existent déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des flux et donc on les pérennise. Et puis, je vous ai parlé du car sharing, ça m'a frappé hier dans ce fameux colloque sur le car sharing à Paris. Quelqu'un a dit, alors c'est pas quelqu'un, c'est Nicolas Louvet du cabinet Sisté qui a très bien expliqué, en fait, l'autopartage, tout le monde trouve ça très bien, les élus le subventionnent éventuellement, font des places réservées pour les… voilà. Mais dans les parts modales, quand on regarde quelle est la proportion de gens qui se déplacent en autopartage, en fait, ça n'apparaît pas. Il y a très peu, 0,01, enfin très peu. Et donc, finalement, il dit, bon, on fait ça, mais en fait, finalement, c'est totalement marginal, mais enfin, ça nous permet de montrer qu'on le fait aussi. Sauf que, et ça, il le dit, en fait, l'autopartage est vraiment la goutte d'huile qui permet de faire tourner le rouage. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est pas encore complètement compris, mais je pensais que ça l'était, mais finalement, je me rends compte que c'est avec le mouvement vélo que c'est pas encore complètement le cas. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui permet, alors, dans les grandes villes, le sujet n'est même pas là parce que les gens ne possèdent pas de voiture et donc ils sont beaucoup moins, donc c'est voilà. Mais quand on est un petit peu déjà en dehors, qu'on a par exemple 2 voitures et que finalement elles ne servent pas tous les jours, ça permet en fait de se dire c'est la voiture de secours. Et je trouve que c'est vraiment, alors évidemment, l'usage sera limité, mais c'est fait pour finalement, mais ça permet quand même de la voiture de secours. Et et alors aujourd'hui, c'est surtout dans les grandes villes que ça se développe, mais vraiment, la zone de pertinence, c'est en banlieue, en fait. C'est en banlieue, c'est dans les villes moyennes, et ça doit être beaucoup plus. Enfin, moi, je suis frappé, j'ai discuté avec le représentant l'autre soir de l'association de car sharing allemand, et il me disait, je dis, mais est-ce que les élus font la promotion de ce moyen de transport? Il me dit non. Oui, ils mettent ils font ça, ils font là, c'est en Italie, ils font des places, voilà, des choses comme ça, mais en réalité, il n'y a pas de discours sur le car sharing, jamais sur l'autopartage. J'aime bien, je sais que le mot français, c'est autopartage, mais je trouve que car sharing est vraiment beaucoup plus simple à comprendre, donc voilà. Et ils disent non, il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pratiquement pas de positionnement, et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que il faut l'expliquer, il faut à chaque fois expliquer, hein, c'est un peu compliqué à expliquer, il faut dire aux gens, voilà, vous avez une voiture en moins, mais vous en avez une quand même au cas où vous en avez vraiment besoin, et puis en plus, il y a des villes maintenant où il y a des stations tous les 300-400 mètres, donc je pense que la question ça pose pas de difficulté particulière. Évidemment, il y a le vélo, alors je le dis à chaque fois que je parle de vélo, parce que c'est y compris à la campagne, là c'est une ville de 4000 habitants en Bourgogne, mais je dis ça simplement, tout le monde n'a pas vocation à se déplacer à vélo tout le temps. Il faut le répéter très souvent quand même, parce que dans cette affaire, y compris évidemment à la campagne, tout le monde n'a pas vocation. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'exclut complètement. Et c'est ça, moi je suis frappé à chaque fois qu'il y a quelques années, ça a changé depuis, et je vais vous l'expliquer, mais il y a quelques années, lorsque je parlais de vélo, et encore, et ça revient encore de temps en temps évidemment, y compris bien sûr dans le débat public, sur les réseaux sociaux, etc., la réaction était ah non, de toute façon, vous croyez que nous, on peut faire du vélo? Il y a même des congrès d'élus qui avaient instrumentalisé cette hostilité-là. À chaque fois, il y avait la ministre des Transports qui était venue à ce congrès, qui n'était autre qu'Elisabeth Borne, et qui était venue à l'époque à un congrès en expliquant qu'on pouvait encourager le vélo. Et à chaque fois qu'elle prononçait le mot, il s'était arrangé pour tous siffler, en disant quel scandale, vous nous proposez le vélo, etc. Et donc, personne ne dit que tout le monde va se déplacer à vélo tout le temps. En revanche, ça peut rendre des services, alors à l'intérieur d'une petite ville, en l'occurrence 4000 habitants, mais aussi pour aller d'un village à l'autre, etc. Et il y a une société de conseil qui s'appelle BL Evolution, qui, il y a quelques mois, a fait une étude en regardant, en disant, évidemment, en mettant de côté la question des infrastructures, dans un premier temps, en disant, finalement, est-ce qu'il est facile d'accéder à vélo aux différents points auxquels on se rend régulièrement? Et ils sont aperçus que alors j'ai les chiffres, que 75% des gens en France habitaient à moins de 10 minutes d'un hyper ou d'un supermarché, que 79% habitaient à moins de 5 minutes d'une boulangerie, que 59% habitaient à moins de 20 minutes d'une gare, et que 67% habitaient à moins de 20 minutes d'un lycée ou d'un établissement scolaire. Donc on a, alors évidemment après il faut que les infrastructures suivent, il faut une sécurisation, etc. Mais donc contrairement à ce qu'on imagine, bien sûr qu'il y a cette personne qui va faire 30 km dans la pluie, sous la pluie dans le noir, mais il y a aussi quand même
tous ces trajets, je ne parle pas de personne d'ailleurs exprès, mais tous ces trajets qui en fait peuvent se faire autrement. Bien sûr, la boulangerie, hein, vous connaissez tous la voiture qui se garde devant la boulangerie, y compris parfois d'ailleurs en pleine ville. Et donc, on a constaté depuis quelques années, comme vous le savez, comme chez vous, comme dans tous les pays d'Europe et les pays pratiquement du monde, en tout cas les pays riches et sûrs, mais en Amérique latine aussi, depuis quelques années, une progression de l'usage du vélo. Le Covid a été un déclencheur, enfin, a été un autre déclencheur, parce qu'il y a régulièrement des déclencheurs, mais on s'aperçoit en France, en tout cas, qu'il y a eu une progression nette depuis 2021, donc une progression entre 2019 et 2020, clairement, très forte hausse. 2020-21, un peu stagnation, et puis on a les chiffres maintenant de 2022 ou de début de 2022, on s'aperçoit que ça continue à augmenter. Et moi, ce qui me frappe dans le vélo, il y a plein de choses qu'on peut dire, hein. Évidemment, on peut aller d'un village à l'autre, on peut faire plein de choses, etc. C'est un outil de rabattement pour aller à l'arrêt de bus, à condition que l'arrêt de bus soit équipé de stationnement sécurisé. C'est un outil qui peut, voilà, il y a plein d'exemples, hein, de gens autour de soi. Moi, j'avais fait, au moment où les Gilets jaunes étaient arrivés, j'avais fait un article disant merci à tous ceux qui font autrement. Parce que finalement, même à la campagne, il y a des tas de gens qui font autrement par habitude, c'est pas parce qu'ils sont forcément, c'est pas pour la mobilité durable, c'est pas forcément pour la planète, c'est pour plein de raisons souvent pratiques, mais ils font autrement parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une voiture dans les pattes en permanence. Et ce qui est frappant, moi je le fais de temps en temps, alors ça n'est pas une leçon que je veux donner, voilà, je le dis tout de suite, mais simplement je constate que quand il m'arrive d'être à la campagne, dans une maison, dans un village de 300 habitants, il n'y a pas de commerce, j'ai juste un vélo à ma disposition, je m'aperçois que je m'approvisionne de façon tout à fait différente, parce qu'il y a quand même quelque chose, il n'y a pas rien, il n'y a pas de commerce, mais en fait si, parce qu'il y a la ferme qui est à 500 mètres dans laquelle on vend des œufs, il y a aussi des pommes de terre, et parce qu'il y a un distributeur de légumes, hein, il y a de plus en plus ça à la campagne, des distributeurs de légumes, on peut acheter, il y a le marché du village, de l'autre village, de la bourgade, qui a 3 kilomètres, mais c'est seulement le mercredi matin, le vendredi soir, donc il faut s'organiser, on se dit bon, ok, j'y vais le mercredi matin, donc ça veut dire que comment je fais le mardi, etc. Donc voilà. Et donc on s'aperçoit qu'on fait différemment. Alors évidemment, une fois de plus, tout le monde ne va pas faire ça tout de suite. Ok, mais de toute façon, il n'y a pas de solution pour tout le monde qui serait parfaite. Il y a toujours un bouquet de solutions et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et donc ça m'a voilà, ça m'a assez frappé. Et puis ce qui me frappe aussi de plus en plus, c'est que à la campagne justement, de plus en plus, on développe des voies de cyclotourisme, des itinéraires de cyclotourisme qui servent en partie, quand ils sont bien faits, au déplacement quotidien. Alors là aussi, hein, pas tout le monde tout le temps, mais une partie, les lycéens peut-être, évidemment plus facilement l'été qu'à d'autres moments, mais enfin l'été au sens large, hein, à partir de, même quand il commence à faire jour le soir, donc à partir de mars jusqu'à octobre, et puis pas seulement en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment toute l'année aussi pour d'autres trajets. Enfin bon, en tout cas voilà, il y a de plus en plus d'axes cyclables qui servent vraiment à des déplacements quotidiens. Alors, à condition qu'il soit bien fait. Alors là, en l'occurrence, c'est dans l'Eure, donc là, c'était plutôt bien fait, c'est plutôt plat. Moi, ça m'a un peu désespéré. La Loire à vélo, que vous connaissez peut-être, à certains endroits, c'est très bien fait. Et puis, à d'autres endroits, on envoie les vélos sur le coteau. Il y a la Loire, et puis il y a les coteaux, il y a les vignobles, c'est très joli. Mais comme il y a la route, alors il y a la route qui est en bas, qui est le long de la Loire. Et puis, par contre, comme c'est un peu compliqué, on envoie les cyclistes sur le coteau, on leur dit en gros, ben, vous pouvez monter, vous avez qu'à prendre la route qui monte, et puis ensuite avec des descentes, etc. Et en fait, ça n'a pas été pensé du tout pour les usagers du quotidien. C'est uniquement pensé pour les cyclotouristes, avec l'idée que de toute façon, ils n'ont qu'à faire du sport, et puis voilà. Il n'y a pas du tout de prise en compte de ce que pourraient faire les riverains au quotidien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce qui m'a, une fois, c'est un exemple qui m'a frappé alors avant de passer au bus, mais qui m'a frappé en Suisse il y a quelques années à Vevey. Alors c'est une ville, d'accord, mais ça m'avait étonné au sujet enfin pas étonné, mais j'avais trouvé ça plutôt pas mal en matière d'aménagement cyclable. Leur discours était on va voir où on peut faire passer les cyclistes. Moi, j'aimais bien cette idée, c'est qu'en gros, on a des cyclistes, on a des gens qui sont à vélo déjà, qui passent de toute façon déjà, on mesure, etc. Et puis, on va faciliter leur passage.
on va aménager mieux l'endroit où ils passent déjà. Et quand on va mieux aménager, ben, il y en aura plus. Pourquoi il y en aura plus? D'abord parce que les mêmes font le trajet plus souvent, et puis ensuite d'autres vont se greffer, etc. Et donc ça permettra d'aménager les endroits. J'aime bien cette approche assez pragmatique qui dit, ben, en gros, utilisons les flux qui sont déjà là. Et puis par ailleurs, il y a aussi un avantage positif au cyclotourisme. Vous le savez sans doute, c'est que les cyclotouristes dépensent davantage d'argent parce qu'ils sont autonomes, donc ils ont davantage d'argent que les autres. Alors c'est bon pour les collectivités locales, c'est souvent un argument pour faire des pistes cyclables, c'est pas l'argument en soi absolu, mais en tout cas c'est très bien comme argument. Et puis il y a, voilà, ça m'a étonné l'autre jour, ça m'a un peu étonné, et puis j'ai trouvé ça très bien. Il y a des gens qui font des choses, et ça je dois vous dire, faire part de cette évolution que je constate moi depuis quelques années. Donc j'ai fait un bouquin qui s'appelle Comment la France a tué ses villes il y a maintenant 7-8 ans, enfin oui, en 22, donc il est sorti à 6 ans, il a été mis à jour plusieurs fois, mais lorsque j'allais, faisais un peu des conférences un peu partout en France à ce moment-là, en 2016, 17, 18, je disais, ben, vous savez, il faut peut-être arrêter de vouloir mettre des parkings partout parce que ça ne sert pas à grand-chose dans les villes, il faut peut-être arrêter de faire l'étalement urbain, et si vous rajoutez des parkings dans les villes, ça va poser des problèmes. Mais par contre, je ne parlais pratiquement pas de vélo, parce que là, c'était le hurlement. Ils ne comprenaient même pas, enfin une partie en tout cas, ne comprenait même pas qu'on leur parle d'autre chose que la voiture. C'était même pas dans l'esprit. C'était comment ça, mais on ne peut pas se garer, je veux pouvoir me garer en face du magasin, comment quel scandale, bon, bref. Et donc, à chaque fois, il faut refaire tout le truc, enfin, je ne vous le fais pas maintenant, mais expliquer qu'en fait, non, d'abord, on peut marcher 300 mètres, ensuite, si vraiment il y a des gens qui peuvent pas se garer, qui ont besoin d'être juste à côté, ok, d'accord, mais il faut laisser la place, faut lui laisser la place, donc il faut enlever les autres voitures, donc ça veut dire qu'il faut organiser l'espace, etc. Bon, bref, mais là, ce qui me frappe depuis quelques années, depuis 19, 20, même moi je pense plutôt depuis le Covid, et probablement depuis également les engagements des différents niveaux de collectivité, gouvernement français, mais aussi les différents, vous savez, on a un millefeuille très, très fourni de collectivités en France pour l'usage du vélo, pas seulement du vélo, pour les transports. Et là, ce qui me frappe, c'est de plus en plus, il y a des endroits où il y a des élus locaux. La Bricbec-Cotentin, 5800 habitants. Je vous ai cité Saint-Thierry-la-Perche, 7500 habitants chez l'autre jour. Je pourrais vous dire à Cognac également, je ne sais plus combien d'habitants, 15 000, je crois, etc. Enfin, des endroits où il y a... parfois même des villages, parfois j'étais à Saint-Sauveur en Puisay aussi, il doit y avoir 2000 habitants, enfin dans l'Yonne, en Bourgogne, il y a toujours des gens qui disent, mais en fait, on veut sortir de toute voiture. Et ça, c'est plutôt encourageant parce qu'ils disent, en gros, on va développer autre chose. On fait des pistes cyclables, on fait des... Et là, c'est l'exemple, c'est celui-là. En fait, on est à 5800 habitants, Bricbec, c'est à 15 km, 20 km, je crois, au sud de Cherbourg, dans la Manche, là, en Normandie. Et là, il y a ce bus qui passe toutes les 2 heures, qui part toutes les 2 heures. Et c'est pas mal. Alors, l'arrêt de bus, il est pourri, je suis d'accord, je leur ai dit, il faudrait qu'il soit un peu plus sexy, il faudrait qu'il soit indiqué, etc. Mais au moins, il y a ce bus qui est là toutes les 2 heures. Il faut faire la pub autour, mais il est là, et donc ça veut dire que et c'est toute la journée. Et même dans ce qu'on appelle les heures creuses. Donc, il y en a un, alors, c'est pas, voilà, ça peut servir pour les collégiens, il y avait d'ailleurs pas mal de collégiens dedans, de scolaires, mais ça peut servir pour des gens de passage, et ça peut servir pour des touristes, voilà. Et je trouve que voilà, il y a cette volonté-là. Alors, c'est des choix politiques, des choix qui sont faits, c'est de l'argent qui est mis. Mais je trouve ça, alors là, en l'occurrence, oui, il faudrait refaire l'arrêt. Pas tellement, bon, l'arrêt, à la limite, il est moche, mais c'est pas grave. Il faut sans doute faire un peu le sol, de toute façon, à ce que ce soit pas trop boueux. Mais par contre, il faut, alors là, pour vous expliquer, on est dans un endroit qui est à 10 minutes à pied du centre-bourg. Et par contre, le trottoir, d'abord, dans le centre-bourg, l'arrêt n'est pas indiqué, on ne sait pas où il est. Bon, on ne sait pas où on doit aller pour trouver l'arrêt de bus, et on ne sait même pas qu'il y en a un d'ailleurs. Et puis le trottoir, il est un peu défoncé. Et là, cette espèce de réflexe que je trouve assez déplorable, mais enfin bon, qui est une partie le maire dit ça, il dit, en fait, on va mettre une navette pour aller de cet endroit-là pour aller au centre-bourg. Je dis, mais attendez, une navette, ça va servir à combien de personnes? Oui, d'accord, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, il y en a quelques-uns, mais il y a de fortes chances pour cela, ils soient motorisés de toute façon. Par contre, commencez par refaire le trottoir, commencez par mettre des panneaux avant de commencer à imaginer une navette qui va vous coûter super cher, qui va être vide la plupart du temps. Enfin, le pire, c'est les navettes autonomes, alors là, c'est vraiment, en plus, ça s'arrête tout le temps, enfin bon, ça n'a aucun sens. Mais donc voilà, faites des choses plutôt simples plutôt que de vouloir imaginer des trucs compliqués. Voilà. Ça, c'était dans le Limousin également. J'ai bien aimé ça, boucle urbaine, on est 6800 habitants, les gens se vivent comme étant à la campagne,
et puis en fait, voilà, regardez, vous pouvez faire le tour de votre bourgade à pied, vous allez découvrir des choses, là aussi, voilà. Et puis cette page que je trouve qu'on m'a envoyée d'ailleurs l'autre jour dans l'Orne, donc un département très rural, ces familles qui ont abandonné la voiture pour le vélo, je n'aurais pas imaginé ça il y a 5 ans, je dois vous dire. Il faut dire qu'on est aidé par une mobilisation. Et ça, c'est quand même essentiel. En France, je vous ai mis la partie nord qui est proche de la Belgique, évidemment, mais il y a toute la carte de France, ce qu'on appelle le baromètre des villes cyclables, qui a été lancé par la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est la Fédération nationale du vélo, des usagers, qui a maintenant 500 salariés, enfin pas salariés du tout, 500 associations qui sont membres, et puis je crois 70 salariés maintenant, alors qu'ils en avaient 4 il y a 10 ans. Et tous les 2 ans, on est invité à noter sa ville en disant, bah tiens, comment ça se passe dans la ville? Est-ce qu'en gros c'est agréable de se déplacer à vélo? Est-ce que c'est pas agréable? Alors vous voyez que globalement les notes sont plutôt rouges, que dans l'agglomération lilloise il y a quand même quelques villes qui s'en sortent un peu mieux, que sur les côtes ça va un petit peu mieux parce que souvent il y a des touristes et donc il y a beaucoup de voitures l'été, donc il faut organiser l'espace autrement. Donc c'est la raison pour laquelle c'est plutôt mieux noté sur les côtes, etc. Mais donc ça, et là il y a eu 100 000 réponses, enfin je caricature un peu ça, mais 100 000 réponses la première fois en 2017, 200 000 la deuxième fois et presque 300 000 la troisième fois. Et donc un mouvement citoyen qui ensuite se matérialise localement à l'encontre des maires, des élus, des collectivités, enfin des fonctionnaires des collectivités, et ils ont décidé de classer, en gros, donc c'est-à-dire en fait de dire on va noter, on va mettre la couleur sur la carte pour les villes où il y a plus de 50 réponses. Et donc, il y a bien sûr les grandes villes qu'on peut repérer, ou les villes qu'on peut repérer, il y a Charleville-Mézières, Calais, Dunkerque, mais il y a aussi toute une série de communes plus rurales. Alors, ce n'est pas forcément des villages, mais des endroits qui sont beaucoup, beaucoup moins des grandes villes, et on s'aperçoit qu'il là aussi, il y a une demande. Vous voyez Abbeville, vous voyez Saint-Quentin, vous voyez Rethel, des endroits où il y a une demande et puis les banlieues des villes également. Donc voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement vélo puissant, qui est basé simplement sur l'usage au départ, des gens qui veulent des infrastructures, des gens qui veulent se sentir en sécurité, qui en gros leur discours, c'est en gros, moi je me déplace à vélo, essentiellement, je fais beaucoup de trajets à vélo, je reviens au trajet et pas à la personne. C'est globalement positif pour moi et pour les autres, et puis j'ai plein d'obstacles devant moi, et qui sont assez remontés. Donc il y a un mouvement social, et là, il y a le mouvement des Gilets jaunes dont je vous ai parlé, mais en matière de mobilité, il n'y a pas beaucoup de mouvements positifs comme ça. Donc il faut l'utiliser. Et là, il y a un mouvement très positif, malheureusement, il n'y a pas encore ça vraiment, pas assez en tout cas pour les usagers des transports publics, mais là, en tout cas, il y a un mouvement qu'on peut utiliser. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt, voilà, il y a un mouvement associatif qui est là. Il y a des gens, il y a des citoyens, il y a l'éveil vient d'en bas, si on peut dire. Et ça, je trouve ça plutôt voilà, à la fois rassurant et enthousiasmant. Et je pense que tous les autres moyens de transport devraient se greffer également. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, le mouvement vélo de lui-même devrait s'ouvrir davantage aux autres moyens de transport. Je vous ai parlé de l'autopartage, qui est un prolongement naturel, mais également les transports publics, évidemment, et évidemment la marche. Mais c'est aussi aux opérateurs des autres moyens de transport, notamment de trains, de cars, etc., de prendre en compte, non pas du tout pour mettre les vélos dans les trains, mais pour mettre les vélos dans les gares. Mais ça, c'est un autre débat, on l'aura peut-être. Et puis, il y a une chose qui me semble tout à fait essentielle dans cette affaire, c'est la question de l'espace public. Olivier, excusez-moi, juste avant de passer au prochain slide, à 12h30, et je me permets de vous couper assez brutalement pour, peut-être avant de terminer la présentation, donner rapidement l'occasion encore à nos participants s'ils le souhaitent. Sinon, de les laisser dans le chat, comme ça on les prend en compte et on pourrait éventuellement trouver la réponse plus tard, mais je voulais juste... Oui, parce qu'il est 12h30, je sais, mais là, en fait, c'est l'avant-dernière. D'accord, ok, pour poser quelques questions. Oui. J'avais conscience, j'essayais de parler plus vite, mais voilà. Oui, voilà, et utiliser l'espace public, et il y a dans toutes les villes, alors effectivement en France, c'est le cas avec les marchés qui se passent toutes les semaines dans toutes les villes, mais il y a quand même dans toutes les villes des événements plus ou moins réguliers, des fêtes, des festivals, des ducasses, tout ce qu'on veut, où de toute façon l'espace est piéton. Et je pense qu'on peut utiliser mieux ça, c'est-à-dire qu'en fait on peut piétoniser autour de l'événement un peu plus, parce que souvent il y a un événement qui se passe en centre-ville, et puis autour c'est un souk avec plein de voitures qui arrivent, etc. Et je pense qu'on peut mieux organiser de façon à
en fait, à habituer les gens à se dire, bah, tiens, descendez de la voiture, vous verrez, c'est beaucoup plus agréable, et faire des chemins piétons, faire des chemins cyclables à cette occasion. Et puis, il y a une dernière chose que personne m'avait demandé également alors voilà, j'aime bien les zones à trafic limité, on pourra en reparler, je passe rapidement. Et effectivement, la question de l'exode urbain, alors on peut parler longuement de ça, c'est encore un peu tôt pour savoir si ça va se matérialiser, mais je pense qu'en fait, c'est déjà le cas. Ça fait déjà 10 ans ou 15 ans qu'en fait, les grandes villes ont tendance à se vider un peu plus. Une partie des gens, pas forcément, en tout cas ceux qui peuvent télétravailler, il faut rappeler seulement 25% ou 30%. Et avec, effectivement, je le constate, on m'en a parlé encore hier à Strasbourg, à propos de Strasbourg, des gens qui partent ailleurs des grandes villes et qui gardent avec eux leurs habitudes de mobilité, ou en tout cas en partie, et qui continuent à marcher, qui continuent à se déplacer à vélo, qui continuent à prendre les transports publics, avec une demande. On m'a parlé comme ça d'une bourgade au nord de Strasbourg qui s'appelle Heurt, et dans lequel il commence à y avoir le maire et constate que les gens veulent que la gare serve bien et veulent qu'elle soit bien desservie. Voilà, et j'ai constaté ça aussi à d'autres endroits. Et voilà, comme j'aime bien le piétonnier de Bruxelles, eh ben, je vous ai mis ça en dernière photo. Merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé, mais je vais regarder les questions maintenant. Très bien. Un grand merci, Olivier Rasmont, pour cette présentation vraiment passionnante et voilà, qui a abordé vraiment oui, énormément de sujets liés à la mobilité rurale en très peu de temps finalement. Donc, on se rend compte à chaque fois à quel point ce sujet est complexe et combien de facettes il y a à cette question de mobilité. Alors, je vois qu'il ne sont pas arrivés énormément de questions dans le chat, plutôt des remarques. Et j'en profite alors pour les résumer un peu. Donc ici, il y avait une remarque sur l'analyse de la mobilité par trajet, avec un petit commentaire critique qui dit que c'est vrai que ce serait plus intéressant, mais si on a la voiture, on a tendance à l'utiliser pour tous les trajets, comme la voiture est aussi présentée comme un moyen de transport, j'imagine, qui doit ou qui est censé servir à tous les trajets. Oui. On évite les autres options à partir du moment où on en a une. Oui. Je me permets de rajouter une remarque à ça, et peut-être que vous avez aussi des expériences. Vous avez aussi des expériences dans la matière. Il y a un journaliste néerlandais, Marco de Brummelstroot, qui a récemment fait la proposition de créer une nouvelle catégorie d'utilisateurs, les cyclistes ferroviaires. Donc, dans l'idée que avec son vélo dans un train et finalement de loin, il démontre que c'est de loin l'option de mobilité la plus efficace qu'on pourrait s'imaginer. Donc, comment représenter aussi au niveau dans les statistiques et au niveau envers les autorités publiques des personnes qui ne sont pas unimodo et qui utilisent peut-être parfois la voiture, parfois le vélo, qui font 1 à 2 fois par semaine le covoiturage. Oui, peut-être que c'est aussi une remarque qu'il faudrait trouver donc une catégorie qui de mieux reconnaître ces personnes-là qui ont des habitudes variées. Alors, oui. Mais je réponds. Il y a un deuxième commentaire ici dans le sens, les gens vont pas. C'est difficile de rendre ou d'inciter les gens à devenir 100% devenir 100% cyclistes, etc. Donc, il me semble que c'est vraiment quelque chose qui préoccupe aussi les participants. Et Arnaud, si tu peux descendre encore, je vais lire les autres. Donc, je vois qu'il n'y a pas plus de questions pour le moment. Alors, merci déjà à l'intervenant montréalais, parce que je crois que c'est levé très tôt. Ensuite, alors oui, alors tout à fait, c'est juste que, comment dire, à partir du moment où on a une voiture, on a tendance à l'utiliser, donc mais malgré tout, on le voit d'ailleurs dans les villes, hein, il y a beaucoup de gens qui possèdent des voitures sans les utiliser pour tous les trajets, déjà. Et je pense qu'on n'aura pas du 100% de quelque chose, jamais, et tant mieux. Les seuls qui pensent 100%, c'est les gens du tout voiture, qui vous disent, de toute façon, on ne peut pas s'en passer. Bon. Mais donc, on n'aura jamais. Donc, il vaut mieux, finalement, et c'est vrai, il vaut mieux
posséder une voiture et ne pas s'en servir tout le temps, quitte à au fur et à mesure se rendre compte, finalement on peut s'en passer de plus en plus et passer au car sharing, plutôt que de dire de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a ce réflexe-là et je le sais, c'est un peu ce que j'ai dit aussi, effectivement, on a une voiture même momentanément, on est très vite confronté à oui, tu n'as qu'à venir nous voir puisque tu es en voiture. Donc ça, c'est une chose. Et puis, alors, cette histoire de catégories et statistiques, oui, je comprends. C'est un peu compliqué de tout morceler par petites catégories. On le voit très bien avec l'autopartage, on le voit avec le covoiturage, on le voit avec les trottinettes, on le voit avec tout un tas de choses, avec les monoroues, pourquoi pas, etc. Une fois de plus, je pense que le trajet est plus important. Et en plus, je constate que malheureusement, les statistiques servent pas suffisent pas à convaincre les gens qui ne veulent pas l'être. Donc, bon, on aura beau dire, vous savez, il y a des sondages comme ça, 70% des gens voudraient se déplacer à vélo facilement, etc. Ça ne change rien du tout. Je pense que tant qu'on n'est pas confronté à la vraie vie, à ça, à cette image que vous voyez de gens qui sont dans la rue, tant qu'on ne voit pas et tant qu'on ne fait pas soi-même, c'est pour ça, bien sûr qu'il faut des statistiques, bien évidemment, il faut non seulement des recensements, des statistiques, peut-être aussi des sondages, mais voilà, des études sérieuses. Mais il faut aussi le pragmatisme qui consiste à aller voir sur le terrain. Et quand on va dans un endroit et qu'on voit qu'il y a du monde, on se dit, voilà, c'est gagné, quoi. Et quand on va dans un endroit et qu'on voit que, en effet, dans les trains, il y a plein de gens qui arrivent à vélo. Alors, moi, je suis vraiment... je le fais de temps en temps, mais je pense que le vélo n'a pas sa place dans le train, sauf quand il y a, sauf quand il y a vraiment personne d'autre. Mais je pense que le vélo, c'est le système OV-Fit néerlandais quand même, voilà. Mais en tout cas, quand on voit qu'il y a ça, il y a cette demande-là, et on le voit sur les trottinettes, c'est assez frappant. Tout le monde s'est focalisé sur les trottinettes en libre-service, en free-floating qu'on a vu dans les villes, mais en réalité, aujourd'hui, le vrai sujet de trottinettes, c'est les trottinettes personnelles qui servent notamment, alors qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Enfin, il y en a, donc et qui servent notamment pour les gens d'ailleurs qui doivent prendre le train parce qu'ils l'emmènent avec eux. Donc quand on voit ça, je trouve que c'est intéressant. Les statistiques, oui, on ne pourra jamais tout avoir avec la statistique. Est-ce qu'il y avait d'autres choses auxquelles vous dites que je réponde? La croissance du vélo n'est pas donc une question de convertir. Non, bien sûr, vous avez totalement raison. C'est pas, oui, il y a le problème, c'est qu'on a une partie des militants vélo qui sont très actifs, très efficaces et qui sont très courageux aussi. En fait, sont des gens qui sont dans le 100% vélo, une partie d'entre eux. Et donc, ils ont tendance parfois à vouloir considérer que que tout le monde pourrait faire comme eux. Et c'est d'ailleurs en partie vrai, tout le monde pourrait le faire beaucoup plus. Mais en même temps, voilà, le problème, c'est que du coup, ils sont un peu parfois bloqués dans leur truc. Donc en fait, non, c'est pas 100% vélo, c'est simplement utiliser le vélo quand ils se présentent, et notamment pour aller, une fois de plus, d'un village à l'autre, pour aller d'un quartier à l'autre de la ville, c'est évidemment, ou de la petite ville, c'est évidemment très pratique. Merci beaucoup, Olivier. Encore une fois. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres... je vois une dernière chose. Changer l'image mentale. Oui, ça, je crois que c'est ça. Et les infrastructures. Voilà. Voilà. Et pour répondre à la question, quels sont les leviers les plus efficaces? Moi, c'est tout à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce que je trouve ça. Ça fait longtemps qu'on se pose la question. Hein. Il y a 10 ans, quand on disait il faut peut-être quitter le tout voiture, c'était à chaque fois. Mais moi, souvent, c'est... le cheminement, c'est moi j'ai compris, comment ça se fait que les autres n'ont pas compris? Voilà. Ben oui, mais c'est comme ça. Et donc il faut à la fois convaincre par l'usage et puis convaincre aussi justement par des études, etc. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Le principal enjeu, c'est l'image mentale, c'est le rapport auto-voiture. Avec un truc, je vous livre ça parce que je l'ai vu l'autre jour sur je ne sais plus quel réseau, sur Twitter l'autre jour. Je termine après, mais c'est en gros, il y a des gens qui disent ah oui, la planète, bon d'accord, mais c'est pas grave, l'humain c'est toujours adapté, vous savez, on s'adaptera. C'est tout le discours que vous connaissez sans doute sur, en gros, nous changeons, enfin ne pas changeons rien, mais tout on s'adaptera parce que ne nous emmerdez pas avec l'histoire de climat. Et les mêmes, quand on leur dit, vous savez, vous allez devoir faire le tour du pâté de maison pour garer votre voiture parce que là, on va mettre la rue en sens unique. Comment ça? Donc, incapable de s'adapter aux petits changements du quotidien. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie une troisième fois. Merci à vous. Je me permets alors de clôturer cette session à ce moment-ci. Merci à tous les participants. Merci encore une fois à Olivier.